Cette saison 2024 de Formule 1 était incroyable. Une des meilleures saisons aujourd'hui. Victoire de Lewis Hamilton, victoire de Charles Leclerc. On a vu Verstappen se battre tout seul contre sa propre équipe et son propre coéquipier qui était loin derrière. L'équipe française Alpine est remontée en fin de saison alors que personne ne s'y attendait. Ferrari a enfin permis à Charles Leclerc de gagner les plus belles courses de sa carrière, à Monaco et en Italie. Et surtout, les deux McLaren ont clairement dominé cette saison. Ils ont gagné énormément de points par rapport à leurs concurrents, mais aussi par rapport à 2023. Toute l'équipe McLaren a évolué dans le bon sens cette année, que ce soit niveau stratégie d'équipe, niveau innovation, mais aussi côté pilote. Donc, qu'est-ce qu'ils ont modifié à leur voiture que les autres n'ont pas? Comment est-ce que l'on explique cette remontée et cette domination quasi constante à chaque Grand Prix? Est-ce que l'on peut espérer peut-être ce genre de course fascinante en 2025, mais aussi en 2026? Une crevaison pour Max Verstappen et un aileron cassé pour Lando Norris. Après 26 ans d'attente, McLaren décroche le titre constructeur avec cette victoire de Lando Norris. 2024 était de loin l'une des meilleures saisons que j'ai pu regarder en F1. Et ce n'est pas juste moi. Beaucoup de gens ont ressenti la même chose. Tenez, rien que le nombre de pilotes qui ont gagné une course cette saison. Verstappen en a gagné un paquet. Mais pas autant que les années précédentes. On a 6 vainqueurs de Grand Prix en plus. Donc 7 vainqueurs rien que cette saison. 7 vainqueurs. Ça semble un peu répétitif sur les 20 pilotes actuellement sur la grille, et ça l'est en soi, mais c'est un record en Formule 1. Et ces 7 pilotes ont tous gagné au moins 2 fois. En plus des podiums ultra variés cette saison, on a aussi le droit à différents poleman. On est passé de Verstappen à Norris, puis Leclerc, jusqu'à Sainz et Russell. Et c'est très important, parce que ces quelques mètres qui vous séparent de la voiture juste derrière vous ou juste devant vous peuvent faire toute la différence dès le premier virage. On va en reparler juste après. Et si on a eu le droit à autant d'action et d'émotion, c'est en partie parce que Verstappen n'est plus le pilote dominant cette saison. Il est quand même pour la 4e fois devenu champion du monde, mais les courses en elles-mêmes sont devenues ultra intéressantes. Ce n'est plus simplement Red Bull contre tout le monde cette saison. Et bonne nouvelle, ça se traduit aussi chez les fans de Formule 1. L'audience est bien plus élevée qu'en 2018. Toutes les courses sont toutes bien plus regardées qu'avant. Les fans de F1 ont considérablement augmenté. Alors, qu'est-ce qui rend une F1 si compétitive et si rapide par rapport à d'autres? Et surtout, qu'est-ce qui a permis à McLaren d'être aujourd'hui la meilleure voiture sur le circuit? La F1, c'est vraiment un sport très particulier où tout est poussé à ses extrêmes. Et bizarrement, elle n'a rien à voir avec la Formule 4, Formule 3 ou Formule 2. Même si ces catégories semblent très similaires, il y a en fait d'énormes différences qui se traduisent aussi à travers la vitesse et la façon dont chaque voiture prend un virage. Dans les catégories plus basses comme la Formule 4, seulement 2 constructeurs fournissent tous les châssis pour chaque écurie. C'est pour ça que toutes les voitures sont presque identiques et se ressemblent autant. Ce n'est pas juste vous, à part la couleur, c'est vraiment dur de faire la différence. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, les écuries peuvent choisir entre 7 moteurs différents. En fait, le but ici, dans ces catégories plus basses, c'est surtout de mettre en avant la performance des pilotes plus que celle de la voiture. Mais en même temps, de fournir la voiture qui permettra à un certain pilote, un groupe de pilotes, de briller plus que l'autre. Maintenant, les F1 sont totalement différentes. Le but d'une Formule 1, c'est d'aller le plus vite possible. En ligne droite, comme dans les virages. Oh, it's so cool. Et là, chaque centimètre carré de la voiture compte. Et pour atteindre ces prouesses techniques, McLaren utilise le moteur de Mercedes depuis 2021 et jusqu'en 2030. C'est l'unité principale qui permet à la F1 d'accélérer et de disposer pleinement de tous ses chevaux dès le départ. Ou bien en sortie du virage pour vite repartir. Tout en permettant à la F1 d'atteindre ses très hautes vitesses en ligne droite. Ce sont quelques kilomètres-heure qui, au final, font la différence sur un Grand Prix de 70 tours, sur 1h30. Et aujourd'hui, depuis quelques années, les moteurs de F1 sont hybrides. Donc, ils combinent électrique et thermique, ce qui les fait accélérer encore plus vite. Chaque Formule 1 fait aussi face à la résistance de l'air, ce qui veut dire qu'elles doivent être le plus aérodynamiques possible, pour espérer percer l'air et créer le moins de traînées possible. Ce qui ralentirait encore plus la voiture. Et parfois, changer une toute petite pièce, comme au niveau de l'aileron avant ou arrière, ou bien de la carrosserie, peut faire une grande différence à chaque tour de circuit. Et encore une fois, il y a dans les 70 tours, comme cet aileron de la McLaren qui change de forme en fonction de l'écoulement de l'air autour. Ça fait un peu comme un mini DRS qui leur permet d'aller encore plus vite en ligne droite. C'est vachement cool à voir. On en reparle juste après. Ces ailerons créent un appui sur la F1. Les ailerons avant et arrière. Ils
plaque la voiture au sol en redirigeant l'air vers le haut. Ce qui a aussi pour effet d'augmenter la traînée. Ils sont de loin les éléments les plus intéressants et aussi les plus visibles sur chaque Formule 1. Et l'autre élément beaucoup moins visible, mais super important, c'est celui qui est sous la voiture et qui va changer la façon dont l'air se comporte pour garder cette voiture au sol, en ligne droite comme dans les virages. C'est ce qu'on appelle le soubassement. C'est cette partie-là de la voiture. On parle très souvent de ces gros blocs de la voiture, l'aérodynamique et le moteur. Mais il y a tellement plus de choses qui font qu'une Formule 1 fonctionne de cette façon qu'il faudrait que je fasse des dizaines de vidéos sur chaque composant pour expliquer exactement comment ça marche et comment chaque composant s'emboîte par rapport aux autres. Nous avons en Formule 1 un nouveau vainqueur de Grand Prix. Lando Norris s'impose aujourd'hui. La McLaren a complètement changé pendant la saison 2024. Ils ont apporté deux grosses modifications cette saison. La première à Miami et la deuxième à Zandvoort, en début et milieu de saison respectivement. Et le but à chaque changement, c'est toujours d'augmenter l'appui aérodynamique de la voiture de la manière la plus efficace possible. Et McLaren a fait 10 gros changements à Miami. Ils ont complètement changé l'aileron avant et la suspension avant de leur Formule 1, ce qui permet un meilleur écoulement de l'air. Pareil pour le soubassement. L'air y circule beaucoup mieux de la manière la plus efficace possible. En plus de ça, McLaren a aussi mis à jour 7 autres plus petites parties de la Formule 1, comme les freins revisités, le capot moteur, suspension arrière et grille de refroidissement. C'est très compliqué de savoir exactement ce qu'apportent ces changements, mais croyez-moi, dans le monde de la Formule 1, toutes ces modifications qu'a fait McLaren sur déjà un Grand Prix, c'est synonyme presque d'une toute nouvelle voiture. Les changements à Miami ont permis à la voiture d'être très rapide dans les virages et toujours plus rapide en ligne droite. Et c'est très compliqué d'allier les deux en Formule 1. En général, une voiture rapide en ligne droite doit faire des concessions pour sa vitesse dans les virages. Et inversement. Ce qui n'est pas le cas pour la McLaren. Elle est rapide et presque partout. Avant Miami, McLaren marquait en moyenne 12,2 points par course sur les 5 premières courses. McLaren marquait 31 points par course sur les 10 prochaines courses. Une vraiment bonne remontée par rapport aux autres écuries comme Ferrari ou bien Red Bull, ses principaux concurrents cette année. Et 10 courses plus tard, McLaren apporte 6 améliorations supplémentaires à Zandvoort pour rendre la voiture encore meilleure dans les virages. McLaren a entre autres modifié ses suspensions, ses freins, mais aussi son soubassement encore une fois. Et tout ça, ça marche toujours autant. McLaren a réussi à garder le rythme et marquer en moyenne autant de points qu'avant ces améliorations. Et pareil pour Ferrari. Cette McLaren mise à jour fonctionne extrêmement bien. Oscar Piastri, l'Australien de 23 ans, le doublé de McLaren. La McLaren est un vrai monstre de puissance. Elle est ce que Red Bull était il y a un an maintenant. Une voiture qui est relativement dure à battre sur n'importe quel circuit. Mais la voiture ne fait pas tout. Vous pouvez avoir une bonne voiture et de mauvais pilotes, ou bien inversement. Et les deux pilotes McLaren, Piastri et Norris, sont en fait tous les deux excellents. Hello, everyone. Yes, Norris a su tenir tête à Verstappen des dizaines de fois et a extrêmement bien géré ses pneus. Et Piastri a effectué des manœuvres vraiment impressionnantes. Il a réussi à dépasser Leclerc en pilant juste avant un virage et a su doubler Norris de façon extraordinaire en tout début du Grand Prix. Piastri est en fait extrêmement précis dans ses actions. Et c'est le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir terminé tous les tours de tous les Grands Prix de la saison 2024. Par contre, quand on compare les deux, Norris est en moyenne meilleur que son coéquipier Piastri, peu importe les mises à jour apportées à la voiture. Avant ou après, Norris reste en moyenne meilleur. Norris a 2 fois plus de victoires et est allé sur le podium plus de fois aussi que son coéquipier Piastri. Il a aussi fait beaucoup plus de pole position, 8 contre 0. Et quand c'est pas la pole, il est aussi bien plus souvent en première ligne. Donc Piastri a passé plus de temps derrière Norris que devant. L'arrière, Oui. pneumatique arrière qui touche. Ah non, comme il avait déjà touché la dépassée. Et ça explique en partie pourquoi Norris n'est pas champion du monde. Il s'est souvent retrouvé côte à côte de Verstappen cette saison. Et ironiquement, c'est aussi son plus grand rival cette année. Norris doit finir devant lui pour gagner de précieux points. Ses pole positions sont cruciales pour ça. Le poleman est quelques mètres devant le deuxième et donc a plus de chances d'arriver premier au virage. Le truc, c'est que Norris perd souvent la pole par rapport à Verstappen, donc aussi perd l'avantage d'être premier sur la ligne. Verstappen a un bien meilleur départ. Son temps de réaction est souvent plus faible que Norris. Et il arrive à très légèrement orienter sa voiture vers le virage. Ça se voit à peine, c'est très subtil,
mais c'est ce qui peut aussi faire la différence face à Norris, et donc face au championnat pilote. C'est complètement autorisé tant qu'il ne dépasse pas la ligne, ce qu'il arrive à faire avec une précision mais extrême. Et ces deux petites choses lui permettent de gagner quelques précieuses secondes, et d'arriver souvent en virage avant Norris. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les deux ont partagé au total 8 pole positions, mais Verstappen a au total 9 victoires contre 4 pour Norris. Ça dépend aussi du circuit et de ses virages. Parfois le premier virage va favoriser plus le poleman, ou parfois le deuxième. Et inversement. Malheureusement, Norris a lui aussi fait des erreurs, en plus de Verstappen qui prend de meilleurs départs. Il bloque parfois ses roues, évalue mal la situation et tape plusieurs fois dans des murs ou abîme son aileron avant. Et se fait emporter par Verstappen à certains virages et sort complètement de la trajectoire. Parce que Verstappen connaît extrêmement bien le règlement et c'est exactement ce qu'il faut faire pour manier les règles, les tourner à son avantage. Et c'est pour ça, tant que la FIA ne change pas son règlement en tout cas, que vous verrez parfois des news par rapport à Verstappen qui vraiment titille à la limite du possible le règlement pour sortir un pilote de la trajectoire par exemple, sans avoir de pénalité. Parce qu'il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est ça que Norris ne doit pas répéter pour la saison 2025 s'il veut avoir une chance de gagner le championnat. Ce sont quelques erreurs que Max, lui, ne fait pas. Ou en tout cas, beaucoup moins. Et tout ça fait que Norris n'est pas le pilote le plus apprécié de la grille aujourd'hui. Pendant le Grand Prix d'Hongrie, on a beaucoup parlé de Norris qui ne laissait pas passer Piastri. Après les qualifs, Lando Norris a eu la pole, suivi en deuxième de son coéquipier Piastri. Et l'équipe McLaren s'était mise d'accord pour donner la priorité à celui qui finirait le premier tour en premier. Jusque-là, c'est simple. Et Piastri s'est imposé dès le premier tour, suivi de Verstappen en deuxième, puis Norris en troisième. Et parce que les F1 sont obligés de s'arrêter au moins une fois pendant le Grand Prix, Norris a changé ses pneus avant Piastri. On lui a mis des pneus plus frais qui lui ont permis d'être plus rapide que Piastri. On appelle ça l'undercut. S'arrêter avant un autre pilote pour espérer rattraper de précieuses secondes avec des pneus plus frais. Et ça a très bien fonctionné pour Norris. Il est passé devant Piastri avant que celui-ci ne change ses pneus. Et Piastri était au pire des moments 6 secondes derrière Norris. Une éternité en F1. Et en faisant cet undercut, McLaren a en fait mis Piastri dans une situation assez inconfortable. Ils auraient dû arrêter Piastri avant Norris. Et donc, éviter de mettre Piastri dans une position assez difficile. Pour McLaren même, c'est pas vraiment important, ça aurait fait dans tous les cas des points qu'ils auraient ensuite additionnés pour les deux pilotes, mais en soi, Piastri était plus rapide et mérite donc cette victoire. Mais en même temps, Norris en a aussi besoin pour rattraper Max au championnat, parce qu'il est meilleur et a un peu plus de points que Norris. Au final, après plusieurs appels à la radio et pas mal de débats, j'ai l'impression, Norris a laissé passer Piastri. C'est pas une très belle victoire pour Piastri, et en même temps, c'est principalement la faute de la stratégie de McLaren. Donc, ouais, c'est compliqué. Il aura mis le temps, ça y est, Piastri va prendre la tête du Grand Prix. Voilà, c'est chose faite. Ok. Il faut aussi que je vous parle de Verstappen. Ce gars s'est battu tout seul contre les meilleures équipes, souvent en tête de course, et est devenu champion du monde pour la 4e fois consécutive. Tout ça en étant tout seul, sans son coéquipier Perez, et sans avoir la meilleure voiture du circuit. Comment est-ce qu'il a fait? Max est de loin celui qui a bouclé le plus de kilomètres en tête. Vous vous souvenez de la comparaison Norris-Piastri? Même en additionnant les deux, il n'arrive même pas à égaler Verstappen. Honnêtement, c'est difficilement une surprise de voir Verstappen champion du monde pour la 4e fois consécutive. Mais cette fois-là, c'était vraiment différent et assez particulier. Il est devenu champion du monde de la meilleure façon possible. Déjà parce que plusieurs fois cette année, il a prouvé qu'il méritait ce titre, mais surtout parce qu'il a livré une vraie masterclass au Brésil, à Sao Paulo. Verstappen est connu pour sa conduite agressive et juste. Il avait l'air de facilement remonter la grille en dépassant chaque pilote un par un du début à la fin de la course, sans vraiment souffrir des effets de la pluie. Qu'ont pourtant connu bien d'autres pilotes, comme notamment Hamilton et Stroll, qui pourtant en général se débrouillent vachement bien dans ces conditions assez pluvieuses. Et d'ailleurs, c'est à cause de Stroll et sa manœuvre périlleuse que la relance a dû se faire une deuxième fois. Et le drapeau rouge lui a permis de s'arrêter, de changer ses pneus et de garder sa place sans perdre une seule seconde. Bravo Red Bull et au final, leur stratégie qui a plutôt bien payé. Et remonter autant de places en une seule course n'est arrivé que 2 fois en Formule 1. Donc, un vrai exploit. Le dépassement est fait, Max Verstappen est 6ème, premier virage. Et il s'est Piastri fait... un peu endormi là. Ah oui, et la victoire en tout cas, elle est là aujourd'hui au Brésil. Max Verstappen qui s'impose. Ça, c'est quelque chose que l'on voit très rarement en Formule 1. Et j'espère que ça continuera comme ça, plus souvent. Il y a un deuxième critère qui fait que Verstappen est réellement le champion du monde qu'il prétend être. Aujourd'hui, Red Bull est nul part. Mais vraiment, où est Red Bull? J'ai l'impression qu'on assiste au début de la fin d'un géant. Ou en tout cas, l'incertitude que 2025 sera encore une année de victoire pour Red Bull. Rien qu'en 20 saisons au total, ils ont amassé un tiers du nombre de victoires.
et 2/3 du nombre de podiums. J'en ai même dédié une vidéo entière où j'explique comment Red Bull et Max ont gagné autant de grands prix et accessoirement comment Max est devenu le meilleur pilote de la grille. Comment est-ce que l'on explique que la Red Bull est moins performante qu'avant? La Formule 1 de Red Bull est dans l'ensemble plus dure à piloter. Elle est plus sensible aux différentes conditions météorologiques. Donc au final, la McLaren plus consistante sur l'ensemble des circuits comparé à la Red Bull. Tous les 4 ans, la FIA apporte de gros changements à ses voitures. Les prochains seront en 2026 et on en entend déjà énormément parler. Changement de réglementation majeur en Formule 1 aura lieu en 2026. On a potentiellement un problème qui commence à pointer le bout de son nez. Il s'agit de 2026 et de la nouvelle réglementation technique. Comme les différents moteurs qui pourraient être utilisés dans chaque équipe et le look des prochaines Formule 1. Et le dernier gros changement était en 2022. Toutes les écuries ont modifié leur soubassement, donc la partie la plus basse de chaque Formule 1. Elles en ont toutes un peu différent, mais qui essentiellement fonctionne de la même façon. Et parfois, quand ça ne marche pas comme vous le voulez. Principal problème des flèches d'argent, l'instabilité de la monoplace dans les lignes droites. La monoplace sautait énormément, on voit les têtes des pilotes effectivement qui sont très remués. Le groupe là est complètement collé au niveau de l'arrière et c'est pas encore sûr à 100% que ça fonctionne. Au moins jusqu'à la moitié de la saison. Ce soubassement modifié a créé un problème de rebond pour un paquet de Formule 1, dont Ferrari et Mercedes. Deux grosses équipes avec une histoire et des moyens énormes. En fait, l'air en s'engouffrant en dessous va aspirer la voiture vers le sol et la faire rebondir. C'est le phénomène de bouncing en anglais. Donc, ce qui pouvait passer comme une innovation majeure s'est en fait transformé en cauchemar pour un paquet de pilotes. Évidemment, celui qui arrive à construire le meilleur soubassement sera aussi celui qui aura la meilleure voiture. Et sans surprise, c'est Red Bull qui a réussi à se démarquer des autres constructeurs. Sur les 3 premières courses de 2022, c'est la Red Bull qui a de loin la meilleure vitesse de pointe. Pareil, un an après, en 2023. Red Bull a su garder son avance. La Red Bull a commencé à gagner sur les circuits où il y a le plus de lignes droites, et puis elle s'est mise à gagner partout, même sur les circuits les plus sinueux comme Miami, Monaco ou encore Singapour. Mais il y a quand même un problème qui se ressent surtout aujourd'hui. Red Bull a commencé à utiliser une suspension plus rigide. Ils veulent que la voiture soit le plus proche du sol possible sans qu'elle ait les problèmes de certaines autres écuries, comme la voiture qui rebondit. Et Red Bull a réussi. Ils ont fait la meilleure voiture sur tous les circuits plats et assez lisse. Mais en même temps, cette même voiture est assez dure à piloter lorsqu'il y a plus de bosses et plus de vibreurs, ou lorsqu'ils doivent la rehausser et rendre plus souple la suspension. La voiture n'est juste pas capable de générer autant de grip que d'autres voitures qui, elles, ont des suspensions plus souples. Et ça, c'était pas un problème en 2022 ou en 2023 lorsqu'ils avaient autant d'avance. À chaque fois, on voyait la voiture avoir plus de 30 secondes d'avance. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, c'est différent. Avec Ferrari, McLaren et Mercedes qui ont rattrapé leur retard. Ils n'ont simplement plus la même marge qu'il y a 2 ans. Cette même Red Bull est aussi plus sensible à conduire. Les coéquipiers de Verstappen en parlent tous les deux de la même façon. Selon eux, conduire une Red Bull, c'est un peu comme jouer avec la sensibilité au maximum. Le moindre mouvement a un impact direct sur le comportement de la voiture. Et c'est ce que Max Verstappen préfère. Une voiture plus agile et donc aussi plus performante. Mais tous ses coéquipiers, dont Perez, ont bien plus de mal à gérer cette différence de sensibilité par rapport à d'autres Formule 1. Et justement, il y a un autre facteur humain qui fait vraiment mal aux performances de Red Bull. Son coéquipier Perez semble être nulle part sur le circuit. Il a beaucoup moins de points que Max, mais vraiment beaucoup. Sur circuit, mais aussi sur le podium. Verstappen ne fait que gagner, pendant que Perez, lui, peine à vraiment rester dans les points. Il a par exemple gagné bien plus de courses en 2023. C'était le seul à en gagner en 2024. On ne voit que Verstappen maintenant, depuis au moins 2 ans. En 2024, pour Perez, il y a clairement un avant et un après Imola. Il y en a un qui a l'air de très bien s'en sortir, alors que l'autre n'a l'air de faire aucun effort pour trouver une solution avec Red Bull. Max Verstappen est de loin le pilote qui a mené le plus de tours durant cette saison, avec 560 tours passés en tête d'un Grand Prix. Et Sergio Perez, lui, a mené un seul tour cette année, à Monza. 2023 a permis à Red Bull de gagner un 3e titre, mais l'a aussi pénalisé.
Je vous explique. Chaque équipe a le droit à un certain temps d'essai tunnel. Elle lance des simulations dans un tunnel avec un modèle réduit de leur F1 pour comprendre et adapter son comportement sur circuit. Et plus vous êtes haut dans ce classement, et moins vous aurez de temps pour les essais tunnels. Ce qui permet aux moins bonnes équipes d'essayer de rattraper leur retard. McLaren a terminé 4e en 2023. Ce qui leur a permis de tester bien plus de choses que la Red Bull par exemple. Et ça, c'est super important. Il faut aussi que je vous parle de l'aileron de la McLaren, qui a tant fait parler de lui. Apparemment, l'aileron arrière serait légèrement flexible, au point où on verrait les extrémités se lever lorsque la F1 va vite. C'est ce tout petit coin ici qui permet de changer le comportement aérodynamique de la voiture. Il détache légèrement ces deux éléments principaux de l'aileron, ce qui réduit la traînée. C'est peut-être ultra bénéfique pour deux raisons. Déjà sur les circuits plus rapides comme Monza, où ces changements se voient bien plus. Et pour les pilotes McLaren en tête de course, qui n'ont donc pas la possibilité d'utiliser le DRS parce qu'il n'y a personne devant eux. Et justement, cet aileron qui se lève crée un mini DRS en ligne droite, et donc permet à la F1 d'aller encore plus vite. Mais est-ce que ce changement que seul McLaren a fait est légal? Alors que les autres écuries n'ont pas cette innovation qui est plutôt cool. En fait, oui c'est légal, en tout cas pendant la saison 2024. Mais la FIA veut de plus en plus réduire ces effets de distorsion des éléments de la F1 depuis plusieurs années maintenant. Que ce soit au niveau de l'aileron avant qui se tord à très haute vitesse ou des éléments à l'arrière aussi. Je parle de McLaren parce que c'est en soi une vidéo sur ce sujet, mais ils ne sont pas les seuls. J'adore le fait que chaque écurie essaye de gratter chaque centième de seconde en essayant d'optimiser chaque centimètre carré de la voiture pour espérer gagner des grands prix et quelques petits points en championnat. Et c'est aussi ce qui rend ce sport super intéressant. À chaque Grand Prix, il se passe quelque chose. Et on aura bientôt encore plus de nouveautés en 2026. Le but, c'est de rendre ces courses plus intéressantes pour nous les fans de Formule 1. Donc ça veut surtout dire plus de dépassements entre les pelotons plus resserrés. Parce qu'on a quand même eu moins de dépassements cette saison par rapport à d'autres, comme comparé à 2023 par exemple. On a une centaine de dépassements en moins cette saison. On est très loin des 31 dépassements par course en moyenne en 2005, ce qui est une bonne nouvelle. Mais aussi, on est très loin des 66 dépassements par course en 2011. En fait, la F1 c'est avant tout une compétition d'ingénierie, poussée à son extrême. Le but d'un Grand Prix, ça a toujours été de franchir la ligne d'arrivée en premier le plus vite possible, en prenant en compte les règles existantes et les prochaines régulations. Même si ça veut dire pas de fun pour tout le monde, comme Red Bull ces quelques dernières années. Le problème aujourd'hui, c'est que l'audience s'attend à quelque chose d'encore plus intéressant pour nous les fans. Comme plus de dépassements, plus de combats entre pilotes et encore plus de vainqueurs qu'avant. Mais heureusement, c'est donc ce que la FIA essaye de faire. En 2026, la F1 pourrait favoriser à fond les dépassements entre pilotes. Les voitures vont être déjà plus petites, elles perdent 10 cm sur les côtés et 20 cm en longueur par rapport aux voitures actuelles de 2025. Elles vont être aussi un peu plus légères, une cinquantaine de kilos en moins. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, je suppose. Et une partie de leur aérodynamique va aussi être revue pour éviter à tout prix cette air sale à l'arrière des F1. Tout ça, ça veut dire qu'elles seront encore plus agiles qu'avant, et donc ça voudrait dire que les courses seraient sûrement plus intéressantes, et peut-être même permettre à d'autres constructeurs de venir concurrencer Red Bull, et surtout aujourd'hui, McLaren. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et allez checker celle-ci sur Red Bull et comment ils ont autant dominé la Formule 1.